Monsieur le Président. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un enregistrement un peu particulier. Nous ne sommes pas dans un studio de télévision, mais cet entretien est réalisé par Internet en raison des mesures de confinement face à cette pandémie de coronavirus. Monsieur le Président, cette maladie infectieuse est arrivée un peu plus tard sur le continent africain, après la Chine, bien sûr, mais aussi l'Europe, les États-Unis. Elle se développe aujourd'hui rapidement en Afrique. Mais votre pays, le Sénégal, fait figure d'exception. Vous avez un peu plus de 300 cas déclarés à ce jour, alors que l'on en compte parfois des centaines de milliers dans d'autres pays. Vous avez plus de 60% des patients qui sont guéris au Sénégal. Et aujourd'hui, vous avez eu une nouvelle victime, vous avez 3 morts, alors qu'il y a, rien que pour l'Europe, 90 000 morts. On voit bien que c'est une course de vitesse dans laquelle la planète est engagée contre cette épidémie. Est-ce que vous pourriez dire, vous, que le Sénégal est peut-être en train de la gagner, cette course? Je vous remercie. D'abord, il est prématuré de dire que nous avons gagné la course, puisque nous ne savons pas encore à quand nous atteindrons le pic réellement de la maladie au Sénégal et en Afrique. La chance pour nous a été de voir l'évolution de la maladie depuis la Chine, ensuite vers l'Europe, les États-Unis. Et donc, nous avons pu anticiper et prendre des mesures précoces en matière de confinement ou semi-confinement selon les pays, mais aussi en matière de fermeture des frontières et de fermeture des établissements publics. Autrement, évidemment, la situation aurait été tout à fait beaucoup plus dramatique. Nous avons aussi pris des mesures de limitation pour l'interdiction de rassemblement et de tout ce qui peut faciliter la propagation de la maladie. Maintenant, les dispositifs varient selon les pays. Nous avons connu par le passé des épidémies en Afrique de l'Ouest aussi. Je rappelle le cas d'Ebola. Et toutes ces épidémies répétitives ont finalement donné de la résilience au pays, ont au fil du temps amélioré le système de riposte et aussi de gestion des maladies et des épidémies. Ce qui fait que déjà au Sénégal, dès le mois de janvier, dès l'apparition de la maladie à Wuhan, puisque se posait le problème du rapatriement de nos étudiants, moi j'avais fait l'option de ne pas rapatrier nos compatriotes. D'abord, ils ont été exceptionnels. Par la grâce de Dieu, ils n'ont pas eu de maladie à Wuhan. Et depuis lors, nous avons mis déjà des comités de crise en janvier. Et déjà en février, nous avons aussi développé des stratégies d'identification et de contingentement. Cela aussi a permis assez rapidement, dès que le premier cas est apparu le 2 mars dernier, de mettre tout en branle pour que toutes les personnes identifiées comme positives au Covid ainsi que les contacts autour ont été immédiatement identifiés et nous avons systématiquement mis à l'isolation les malades dans les hôpitaux, tous les malades, les 342 qui ont été contaminés. Tous les contacts également sont isolés puisqu'ils sont dans les hôtels. Comme les hôtels sont fermés, ça a été l'occasion de les mettre en quarantaine dans les établissements. Donc cela a dû freiner la propagation de la maladie. Et le nombre de guérisons, bien sûr, est très important puisque nous dépassons les 62% de taux de guérison. Cela est certainement dû, d'une part, à la jeunesse de la population africaine, puisqu'elle est aussi porteuse de la jeunesse du Covid-19, mais cela est dû certainement vraiment au professionnalisme de nos médecins qui n'ont pas hésité à utiliser des molécules capables d'endiguer, ou en tout cas qui ont donné des résultats très satisfaisants. Je pense notamment à l'hydroxychloroquine, Chloroquine. l'hydroxychloroquine justement, qui a été administrée avec d'autres molécules. Et je pense que cela aussi participe du taux de guérison global. Donc, Et je voudrais saisir l'occasion d'ailleurs pour vraiment remercier et féliciter nos médecins, tout le corps médical du Sénégal, mais aussi le professeur Raoult qui avait quand même proposé cette molécule pour le traitement du Covid-19. on va parler dans quelques instants du professeur Raoult, mais donc ce que vous nous dites, Monsieur le Président, c'est que
les épidémies auxquelles ont été confrontés le continent, notamment Ebola, vous avez cité Ebola, vous a permis peut-être d'avoir une longueur d'avance sur d'autres pays, d'autres régions du monde comme l'Europe ou les États-Unis. C'est ça qui vous a donné cette longueur d'avance? Oui, d'abord, il y a effectivement cette répétition d'épidémies au fil du temps. Il n'y a pas que d'ailleurs la Ebola, il y a des épidémies de rougeole, il y a des épidémies de toutes sortes. Donc les gens finalement sont habitués presque tous les ans, tous les 2 ans à gérer une épidémie quelconque. Donc cela donne au fil du temps de la résilience. Cela a dû participer, en tout cas à mon avis, à ce que l'Afrique se soit bien préparée avant que le virus n'arrive. Il aurait été plus difficile si après la Chine, tout de suite, c'était le tour de l'Afrique. Et ce qu'on voit en Europe, aux États-Unis, nous a permis vraiment de prendre des mesures qui font que globalement, sur le continent africain, la situation est encore maîtrisée. Mais nous ne devons pas baisser la garde, puisque il y a la propagation de la contamination dite communautaire. Et si on y prend garde, bien sûr, on va atteindre des niveaux où notre système de santé, nos systèmes de santé de manière générale, ne pourront pas faire face. Et là, nous serons vers l'hécatombe, nous tendrons vers l'hécatombe. Monsieur le Président, vous n'avez pas instauré de confinement généralisé au Sénégal. D'autres pays d'ailleurs ne le font pas, en Afrique la plupart, comme au Bénin. Le président Talon, lui non plus, n'a pas voulu instaurer de confinement généralisé. Il a eu cette phrase, il a dit ce confinement aurait pour conséquence d'affamer tout le monde à la fois, trop longtemps. C'est ça aujourd'hui le dilemme du continent africain, mourir de faim ou tomber malade? Non, je ne parlerai pas en ces termes, mais je sais que d'abord nous devons éviter tout mimétisme, parce que les pays sont différents, les systèmes économiques sont différents, les systèmes sociaux sont différents. Par conséquent, ce qui est valable en Europe, en France, etc., ne l'est pas forcément chez nous. C'est pourquoi notre approche a été une approche graduelle. Graduellement, nous avons tout de suite arrêté les rassemblements, fermé les établissements recevant du public, les écoles, les universités, fermé les frontières. Nous avons vu et mis un couvre-feu avec un état d'urgence. Et cela nous a permis, en tout cas pour le cas du Sénégal, de contenir. Mais nous avons plutôt pris le problème à l'inverse. Nous avons plutôt confiné les contacts et les malades. Parce que c'est un nombre beaucoup plus faible. Et il est plus facile de confiner ces contacts et ces malades que de confiner la population tout entière. Mais nous progressons dans la riposte. En fonction de l'évolution, peut-être que nous arriverions un jour à un confinement général. Je ne le souhaite pas. Mais tel que les choses évoluent, avec l'inversion de la courbe des malades par rapport à celle des guéris qui croient et qui dépassent la courbe des malades, je pense que nous avons une perspective qui peut être heureuse si nous arrivons à maîtriser les cas de contamination communautaire. Et toute notre bataille aujourd'hui, c'est autour de la maîtrise de cela. C'est pourquoi nous allons changer même les horaires du couvre-feu, nous allons demander le port obligatoire du masque dans les établissements publics et le rendre effectif. Et voilà, il y a énormément de mesures qui peuvent être faites selon les pays, évidemment. C'est pourquoi au Sénégal, pour le moment, je ne prône pas le confinement général. Et monsieur le Président, vous avez évoqué effectivement la prescription de médicaments à base d'hydroxychloroquine, hein, ce dérivé de la chloroquine. Vous avez salué les travaux du professeur Raoult. Alors, pourtant, l'efficacité de la molécule n'a pas encore été scientifiquement prouvée. C'est ce qu'a dit l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé. Il est en phase d'essai clinique dans plusieurs pays, ce médicament. Mais dans le doute et en absence de remède, il fallait le prescrire, ce médicament? Vous savez, lorsque nous sommes en période normale, je suis d'avis et je serai d'accord par cette approche. C'est-à-dire qu'il faut faire des essais cliniques en masse, il faut des procédés connus. Mais lorsque vous êtes dans une phase d'urgence, dans une phase de pandémie où les gens meurent par milliers, je pense qu'on ne peut pas s'offrir le luxe d'exiger d'être dans ces conditions optimales avant d'agir. Les gens qui meurent, mais si l'hydroxychloroquine peut les guérir, pourquoi ne pas le leur donner? Surtout que, en tout cas pour ce qui nous concerne en Afrique, c'est une molécule très connue qui a souvent été prise, même sur la base de la prophylaxie antipaludéenne. Par conséquent, aujourd'hui,
si je prends le cas du Sénégal, où nous avons un taux de guérison qui dépasse les 60% sur la base de cette molécule, je préfère voir mes malades guéris de cela plutôt que d'attendre des procédés scientifiques qui soient plus conséquents. Maintenant, quand nous serons hors de la pandémie, la discussion scientifique se poursuivra. Et c'est comme ça de tout le temps. Quand il y a une nouvelle découverte, il y a toujours les scientifiques qui ne sont pas d'accord, et c'est normal. Mais pour l'instant, je pense qu'au vu du bénéfice de l'utilisation de cette molécule et de ses résultats, je pense qu'il serait quand même malvenu de refuser de l'administrer aux malades. Une dernière question peut-être sur le professeur Raoult que vous avez salué. C'est un enfant de Dakar, le professeur Raoult. Il est né à Dakar, il a grandi à Dakar. Ça nous fait plaisir de savoir qu'il est un natif de Dakar. Bien sûr, il n'a pas oublié aussi Dakar et l'Afrique parce qu'il a continué à travailler avec nos médecins, avec nos professeurs dans les maladies infectieuses. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié quelque part ses origines dakaroises. Et je voudrais en tout cas le saluer et saluer ses efforts de recherche. Maintenant, nous devons tous nous concentrer sur les moyens de guérir les malades et surtout que nous puissions arriver à trouver un vaccin contre le Covid parce que je pense que c'est ça qui nous sortira de cette situation catastrophique puisque les conséquences économiques vont encore être beaucoup plus graves au vu du nombre de pertes d'emplois, au vu de la récession qui s'annonce et donc des conséquences sociales incalculables de cette maladie. Voilà, et c'est de ça dont je voudrais que nous parlions maintenant. Vous avez demandé le 25 mars dernier l'annulation de la dette publique des pays africains. Le président français Emmanuel Macron avait soutenu votre demande lundi en s'adressant aux Français. Le G20 vient de décider ces derniers jours un moratoire, une suspension du service de la dette de 70 États à bas revenus, c'est-à-dire un moratoire pendant 1 an sur les intérêts de la dette. Ça concerne à peu près une quarantaine de pays africains. Alors, si cette mesure est saluée comme une grande avancée diplomatique, elle est aussi, pour beaucoup, un petit geste financier. Vous qui aviez demandé l'annulation, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision? D'abord, je salue ce geste du G20. C'est un geste en direction de la demande d'annulation de la dette. Je salue aussi vraiment l'initiative du président Emmanuel Macron qui nous a appelés, qui a échangé avec beaucoup de chefs d'État africains, avec l'Union africaine, qui a été très actif, il faut le dire. Et je salue aussi la réaction de sa sainteté, le pape François, qui a demandé aussi l'annulation de la dette. En fait, ce qui a été fait, c'est un geste important, mais pas suffisant. Je crois que nous avons aujourd'hui le devoir de renforcer la solidarité mondiale. Nous avons le devoir de faire en sorte que partout dans le monde, les systèmes de santé soient des systèmes résilients, partout dans le monde, que les effets du Covid-19 soient atténués, tant au plan économique qu'au plan social. Alors pour cela, le rééchelonnement de la dette va certainement donner des espaces budgétaires pour les pays africains qui leur permettra de faire face au combat, et même pas de façon définitive. Mais les conséquences économiques, qu'est-ce que nous ferons pour ces conséquences? Les pertes d'emplois, la fermeture des industries et des entreprises. Nous avons besoin justement que la solidarité se poursuive à ce niveau, que le G20, au-delà de ce pas, peut-être qu'on prenne l'année pour réfléchir sur les meilleurs mécanismes. Mais à mon avis, pour un nouvel ordre mondial, nous devons avoir le courage d'aller au-delà du rééchelonnement de la dette, aller vers l'annulation de la dette publique et de rééchelonner la dette privée, celle-là, ce qui nous permettra véritablement, dans l'après-Covid-19, d'engager un nouvel ordre mondial. Alors, vous continuez à le plaider. Vous dites que c'est un premier pas et que vous pensez qu'il faut aller vers un nouvel ordre mondial. Vous l'avez écrit dans une tribune, dans un quotidien sénégalais. Mais vous dites aussi dans cette tribune que ce nouvel ordre mondial, il ne peut être construit que si s'instaure un nouvel esprit dans lequel il n'y a pas de centre civilisationnel supérieur qui dicte aux autres leur façon d'agir. Mais cette phrase-là, sur qui vous pensez pouvoir vous appuyer, Monsieur le Président? Quelles seront les bonnes volontés qui pourraient vous accompagner? Parce que nous voyons bien que nous sommes
pas tellement dans une période du multilatéralisme et que beaucoup d'États, et en premier, et nous allons d'ailleurs aborder la question de l'OMS avec la décision du président américain, les bonnes volontés pour construire ces nouvel ordre mondial risquent de manquer. Les bonnes volontés, c'est vous et moi, c'est les journalistes, c'est les penseurs, c'est les intellectuels, c'est aussi les chefs d'État, c'est tout le monde. Il faut continuer à plaider pour un nouvel ordre mondial. Et parlant de l'OMS, je saisis cette tribune pour demander au président Donald Trump de pouvoir réviser sa position, ne serait-ce que de suspendre, en tout cas, la cotisation, sa mesure d'interdiction jusqu'après la pandémie, et nous aurons le temps, après cette pandémie, certainement, d'approfondir les questions que les États-Unis ont posées. Mais je voudrais vraiment l'inviter instamment à maintenir la contribution américaine pendant que nous sommes dans cette phase de la pandémie. Puisque l'OMS accompagne un certain nombre de pays dans le conseil, dans le travail qu'il fait, si l'OMS n'arrive pas à avoir tous ces moyens, je pense que cela impactera surtout aux pays les moins riches. Et donc, c'est une invite, j'espère que je serai entendu. Par ailleurs, je ne désespère pas que nous y arriverons, puisqu'il y a des pays engagés, il y a des leaders engagés. J'ai parlé du président Emmanuel Macron, je parle de la chancelière Merkel, je peux parler des autorités de l'Union européenne, je parlais également au président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la Commission également très engagée, les institutions multilatérales, le Fonds monétaire, je salue vraiment sa réaction. Pour une fois, elle a été une réaction d'anticipation. La Banque mondiale, le président a demandé l'annulation. Il a prouvé que l'allègement est certes utile, mais pas suffisant. Donc, il y a des partisans d'un nouvel ordre mondial, de plus de solidarité, qui devra, à mon sens, poursuivre ce combat pour le gagner. Et je ne désespère pas qu'on va y arriver. Est-ce que vous lancez aussi un appel au président chinois, le président Xi Jinping, puisque la Chine a quand même aujourd'hui détient 40% des créances de l'Afrique, soit 133 milliards d'euros de prêts. Est-ce que vous lui demandez à lui aussi de faire un geste envers l'Afrique, compte tenu de la crise qui frappe maintenant les économies africaines suite à cette pandémie? Oui, j'ai déjà, au-delà de lancer un appel à l'ensemble des leaders du G20, qui inclut le président Xi Jinping, je l'ai saisi en tant que co-président du Forum Chine-Afrique pour renforcer le soutien de la Chine à l'Afrique, ce qui a été noté au plan sanitaire, au plan des produits, mais aussi de réfléchir avec nous et avec des leaders du G20 sur l'annulation possible de la dette africaine et le rééchelonnement de sa dette privée. Bien entendu, cet appel aussi s'adresse au président chinois et à l'ensemble des leaders des pays du G20. Monsieur le Président, on arrive au terme de cet entretien. Et avant de vous quitter, peut-être un petit mot, si vous êtes sur la chaîne de la francophonie TV5 Monde, auriez-vous un message dans cette période si difficile, un message à destination de cette grande communauté francophone qui regroupe 350 millions de personnes dans le monde? Je voudrais vous remercier et remercier TV5 Monde, TV5 dans ses différentes déclinaisons. Et je me disais toujours, lorsque j'étais dans des contrées lointaines, hors du Sénégal, le premier réflexe était de chercher une chaîne francophone. Et TV5 était là pour le faire, ainsi que d'autres chaînes maintenant. Mais depuis très longtemps, cette chaîne a accompagné tous les francophones. Et je voudrais souhaiter la paix à l'ensemble de nos locuteurs francophones et au monde entier. Et je suis sûr que nous vaincrons cette maladie et nous allons donc continuer la résilience de nos pays pour une humanité nouvelle, plus solidaire, mais aussi un monde qui redéfinira ses priorités parce que nous voyons bien qu'avec l'apparition du Covid, malgré la puissance nucléaire des États, malgré les milliards de dollars qui font l'objet de transactions au quotidien, tous nos pays ont été si fragiles et si faibles devant le Covid-19. Donc, ça donne à réfléchir et j'espère qu'après cette pandémie, le monde va retrouver un nouvel équilibre. Merci infiniment, Monsieur le Président. Et puis, je vais me permettre d'être un petit peu familière. Prenez soin de vous et prenez bien soin du Sénégal. Merci beaucoup. Prenez soin de vous aussi.